Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20 h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, 3 principaux titres. Burundi politique, Pierre Nkurunziza a regagné son palais 2 jours après une tentative de coup d'État fortement condamnée par la communauté internationale, en tête de laquelle l'Union africaine. En République démocratique du Congo, économie, la Banque mondiale encourage ce pays face à la stabilité macroéconomique qui prévaut en République démocratique du Congo. L'instance bancaire mondiale s'est réjouie de cette stabilité. USA nécrologie, la légende B.B. King meurt à 89 ans. Le monde musical vient de perdre ce grand guitariste américain, une des figures emblématiques du blues qui a inspiré de nombreux musiciens à travers le monde. Et dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir, Abdulaziz Maïga va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de cette conférence des pays du Sahel qui ont décidé de se mobiliser contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec le Burkina Faso, actualité brève et en images à l'occasion du 20e anniversaire du décès de Thomas Sankara. Pour la première fois depuis 2007, l'ancienne première dame du Burkina Faso, Mariam Sankara, a foulé le sol burkinabé. C'est une arrivée triomphale en présence de milliers de personnes qui sont venues l'accueillir à Ouagadougou que Madame Sankara a marqué son retour au Faso. Dans quelques jours, elle sera entendue par le juge chargé d'enquêter sur la mort du jeune leader de la révolution de 1983, Thomas Sankara, assassiné 4 ans après son accession au pouvoir lors d'un coup d'État qui avait porté son frère d'armes Blaise Compaoré à la présidence. Pendant près de 30 ans de règne de Blaise Compaoré, elle n'était plus venue dans son pays, sauf en 2007 lorsqu'elle avait quitté le Burkina Faso avec ses 2 fils. Restons en politique. Les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont entamé hier une réunion d'urgence pour évoquer la crise au Burundi. Pierre Nkurunziza semble avoir le soutien officieux de l'instance panafricaine qui a condamné le coup d'État avorté et appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Uhala Baga. Une réunion d'urgence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a débuté jeudi à Addis Abeba en Éthiopie avec pour but de trouver une solution de sortie de crise pour le Burundi. Ce petit pays de la région des Grands Lacs vit depuis plusieurs semaines au rythme des manifestations hostiles à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, arrivé au sommet de l'État en 2005. L'Union africaine, par la voix de Diallo Amina Djibo, la présidente du Conseil de paix et de sécurité de cette organisation panafricaine, a condamné toute prise de pouvoir par la violence au lendemain du coup d'État manqué du général Godefroid Niyombare, actuellement en cavale. Le CPS condamne avec force toute tentative de s'emparer du pouvoir par la force et toutes les atteintes à la paix. La diplomate nigérienne a continué en encourageant toutes les forces vives du Burundi à trouver une solution pacifique de sortie de crise pour que le pays ne retombe plus dans le chaos, comme ce fut le cas lors de la guerre civile de 1993 à 2006. Le CPS a aussi appelé les parties burundaises à cesser le feu aussi vite que possible pour créer un environnement propice au dialogue et résoudre la crise de façon pacifique et par des voies légales dont font partie les accords d'Arusha. L'Union africaine prend la même posture que les États-Unis d'Amérique qui, depuis plusieurs mois, se sont gardés de donner un avis sur la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle prévue pour le mois prochain. De l'avis de plusieurs observateurs, la posture de l'UA est un soutien qui ne dit pas son nom à la participation de Nkurunziza à cette consultation électorale. Absent depuis 2 jours, le chef de l'État burundais est de retour dans son pays où les manifestations ont repris après quelques heures d'accalmie. Retenez que le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, est arrivé à Bujumbura, la capitale, où il a réintégré le palais présidentiel. Il devrait s'adresser à la nation ce vendredi 15 mai, après l'échec du coup d'État qui visait à le destituer. À Bujumbura, tout le monde se demande de quoi seront faits les heures et les jours qui viennent. La société civile a appelé à reprendre les manifestations. La page économique de ce journal, Dr Sri Mulyani Indrawati, directrice générale de la Banque mondiale, a félicité jeudi les autorités de la République démocratique du Congo pour les efforts visant à stabiliser l'environnement macroéconomique du pays. Compte rendu de Judith Goindou.
Selon un communiqué de l'institution financière, la directrice générale de la Banque mondiale a salué les efforts de la République démocratique du Congo en matière de stabilité macroéconomique. Elle a déclaré que la Banque mondiale et la communauté financière internationale étaient prêtes à fournir une expertise à la RDC pour l'aider à développer des secteurs importants comme l'agro-industriel. La directrice de la banque a déclaré par ailleurs que les investissements des autorités congolaises dans ce secteur stratégique contribueront à attirer davantage les investisseurs privés. Dr Hidrawa s'exprimait à l'issue d'une visite en RDC durant laquelle s'est entretenu avec le président Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Matata Ponyo et les membres du gouvernement congolais avec qui elle a discuté des perspectives de développement à long terme du pays et a évalué les progrès réalisés dans la région des Grands Lacs. Elle a toutefois invité la RDC à consacrer davantage de ressources pour le développement du capital humain, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Toujours en économie, au Zimbabwe, l'élevage de crocodiles est un secteur rentable qui rapporte des millions de dollars de profit annuel à l'économie de ce pays. Dans un pays où la diversité est riche et abondante, le tourisme est une autre source de devises pour le Zimbabwe. L'élevage de crocodiles est surtout une curiosité qui attire. Reportage de nos confrères de l'AFP. L'élevage de crocodiles est devenu une activité lucrative au Zimbabwe, qui rapporte des millions à l'économie. Cette ferme près des chutes Victoria a exporté 130 tonnes de viande l'année dernière. Et comme tout est bon dans le crocodile, l'établissement a réalisé 500 000 $ de profit en tout, grâce aux revenus de la viande, du tourisme et des ventes de produits manufacturés. La ceinture la plus chère en peau du ventre coûte 200 $. Et dans les sacs, ça va du moins cher à 200 $ au plus cher à 1475 $. L'année dernière, plus de 43 000 peaux de crocodile ont été vendues, essentiellement au marché européen, mais de plus en plus en Asie et en Australie aussi. Élevage, production de la viande et des ceintures, chaussures et sacs, l'industrie emploie plus de 1000 personnes. Mais d'après l'association des fermes de crocodiles du Zimbabwe, le caractère saisonnier de cet élevage rend difficile l'obtention de revenus réguliers. Ils se reproduisent d'avril à juillet. Ensuite, ils pondent leurs œufs entre août et septembre. Et les œufs prennent 3 mois à éclore, donc en novembre et en décembre. Au moins 100 000 crocodiles naissent chaque année. Ceux qui ne sont pas tués génèrent des revenus comme attraction touristique. Dans le contexte des difficultés que connaît l'économie zimbabwéenne, la croissance de cette industrie représente au moins un secteur rentable. De l'économie à la société, des habitants de Soweto, emmenés par la division régionale de l'ANC, le parti au pouvoir, ont manifesté jeudi contre Eskom, la compagnie d'électricité sud-africaine, suite à de longues coupures de courant la semaine dernière. Un reportage qui porte la voix de Judith Gundou. À Soweto, plusieurs personnes ont manifesté jeudi contre Eskom, la compagnie d'électricité sud-africaine, suite à de longues coupures de courant. Les manifestants du fameux Township de Johannesburg voulaient aussi demander que des consultations aient lieu avant la mise en place de compteurs prépayés. Ils nous empêchent de gagner notre vie. Nous ne sommes pas allés travailler et des fois, il y a délestage et nous sommes obligés de rentrer chez nous. Il n'y a pas de travail et nous sommes souvent les perdants de l'histoire. Ça suffit maintenant. Ce problème touche mes enfants, mes petits-enfants. À bas Eskom. Dada Morero, secrétaire régional de l'ANC, a déclaré qu'il faut une organisation des consultations sur la mise en place des compteurs prépayés pour que la communauté puisse comprendre de quoi il s'agit. Il a ajouté que la manifestation est contre Eskom à cause des coupures de courant, en précisant que la semaine dernière, ils ont eu 2 jours et 2 nuits de blackout total à Soweto. L'Afrique du Sud est régulièrement confrontée depuis novembre à des coupures de courant car son réseau électrique vieillissant n'arrive plus à répondre à la demande et à la moindre défaillance d'une centrale risque de plonger le pays dans le noir. Santé à présent, ce jeudi, plus de 20 sages-femmes argentines et des militantes ont manifesté torse nu dans les rues de Buenos Aires contre une éventuelle interdiction des autorités sanitaires sur l'accouchement à domicile. Léa Hatsam.
Pour se réapproprier le pouvoir d'être maîtresse de leur accouchement, plus d'une vingtaine de sages-femmes, seins nus dans les rues de Buenos Aires, certaines leurs bébés dans les bras, ont bloqué la circulation ce jeudi afin de tirer la sonnette d'alarme sur l'interdiction des accouchements à domicile. Les seins ornés de peintures aux couleurs vives, ces femmes ont défilé en abhorrant les slogans écrits sur leur dos « J'ai accouché chez moi » ou « Je veux avoir le choix ». C'est important d'être ici pour soutenir l'association des sages-femmes indépendantes parce que le ministère de la Santé veut faire passer une loi pour interdire l'accouchement à la maison. Si une femme veut donner naissance chez elle, elle devrait répondre à beaucoup de conditions. Les autorités sanitaires argentines essaient d'empêcher cette pratique depuis 2011. En revanche, ces 3 dernières années, le nombre a été multiplié par 3 selon l'association des sages-femmes indépendantes. Elles soutiennent cette revendication, déplorant que les hôpitaux se seraient convertis en salles de torture. Je savais qu'à la maison, mes droits et ceux de mon bébé seraient respectés, qu'on serait ensemble tout le temps dans l'intimité. De nos jours, ça ne se passe plus comme ça dans la plupart des institutions. Rappelons que l'accouchement à domicile concerne 90% des naissances dans le monde. Cet acte naturel pour les Argentines devrait demeurer un choix personnel sans pour autant contester la fiabilité d'un accouchement à l'hôpital. Un mot d'environnement, les pêcheurs du lac Kariba au nord du Zimbabwe sont confrontés à une réduction de sardines présentement dans le lac face aux écrevisses australiennes qui mangent des petits poissons et leurs œufs. Les hommes se battent pour maintenir la production. Roland Jacou. Les pêcheurs du lac Kariba dans le nord du Zimbabwe dépendent du kapenta, les petites sardines riches en protéines. Mais ces poissons sont menacés par la prolifération d'écrevisses. Aujourd'hui, nous n'avons pas pêché beaucoup de kapenta, seulement 131 kg. Nous ne sommes pas contents parce que nous sommes censés en pêcher 500 kg par bateau ou au moins 400 kg. L'écrevisse australienne introduite dans le lac Kariba il y a 10 ans est liée à un déclin dramatique de la population de kapenta par certains scientifiques. Oui, nous attrapons beaucoup d'écrevisses dans nos filets et les écrevisses sont accrochées à beaucoup de kapenta. Et je suis sûr que c'est pour ça que nous pêchons beaucoup moins de sardines. Les écrevisses mangent des plantes, des petits poissons et leurs œufs et déséquilibrent l'écosystème du plus grand lac zimbabwéen. Ce que j'ai compris, c'est que ça consomme aussi bien les poissons que les œufs et du coup, il n'y a pas de reproduction. La kapenta est une source de protéines bon marché et populaire au Zimbabwe et en Zambie. Comme je vous l'annonçais en titre de ce journal, le guitariste américain B.B. King, légende du blues qui a inspiré de nombreux musiciens, s'est éteint à l'âge de 89 ans. Une annonce faite par sa fille ce vendredi. Depuis quelques mois, il souffrait de graves problèmes de santé. Suivons ce reportage. Patty King, la fille du guitariste américain B.B. King, a annoncé ce vendredi à CNN que la légende du blues qui a inspiré de nombreux musiciens s'est éteint à l'âge de 89 ans. Hospitalisé au début du mois à Las Vegas à la suite d'un problème de déshydratation, le roi du blues est décédé jeudi soir à Las Vegas, d'après les médias américains. Avec 15 Grammy Awards depuis 1971 et un doctorat honorifique à la Yale University dans le Connecticut en 1977, B.B. King était probablement le musicien de blues le plus célèbre dans le monde, un ambassadeur du genre selon les termes du journaliste Sébastien Dachin dans la biographie B.B. King Fire, parue en 2003 qu'il a consacrée au guitariste et chanteur. Avec plus de 50 albums à son actif, il est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme 3 O'Clock Blues, The Thrill Has Gone ou Rock Me Baby. Depuis quelques mois, B. King souffrait de graves problèmes de santé récemment diabétiques. Il avait été pris d'un malaise en octobre pendant un concert pour cause d'épuisement et de déshydratation, ce qui avait entraîné l'annulation du reste de sa tournée. Né le 16 septembre 1925, Riley Bing King était considéré comme un artiste de première importance culturelle et était considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. En 2006, George Walker Bush accroche à son cou l'ordre le plus élevé pour un civil, la Presidential Medal of Freedom. Ce n'est que l'un des honneurs décernés à celui dont le quotidien, alors qu'il était encore enfant, consistait à ramasser le coton et à travailler dans les champs.
Nous ouvrons la page sportive de ce journal. Le club africain de Tunis version homme et le club angolais Primeiro de Agosto Dames ont remporté jeudi à Libreville la 16e édition de la Super Coupe Babacar Fall de handball en marge du démarrage ce vendredi dans la capitale gabonaise d'Libreville de la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball. Willy Tonangoy de Bambera était sur place. Le club africain de Tunis a battu l'Espérance de Tunis 26-22. Le club africain est vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 2014, alors que son rival du même pays est lauréat de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe. Le club africain de Tunis, grâce à sa victoire à Libreville, est automatiquement qualifié pour le prochain mondial de handball des clubs, le Super Globe, qui se disputera au Qatar. En version féminine, le Primeiro d'Agosto d'Angola s'est imposé face au Petro Atlético 32-28, un autre club angolais. A noter que c'est pour la première fois que le Gabon accueille des rencontres d'un tel niveau, à la satisfaction du ministre des Sports de ce pays et du président de la Confédération africaine de handball. Nous avons eu du beau spectacle, aussi bien pour les équipes féminines que masculines. Nous avons eu du beau spectacle et je pense que l'Afrique a démontré une fois de plus sa capacité à pouvoir maîtriser les compétitions. Je pense qu'on vient de donner le top de cette rencontre de jeunesse africaine. Le handball vient de montrer, n'est-ce pas, qu'on peut rassembler de façon très positive la jeunesse africaine autour du ballon. Je pense qu'on se doit de féliciter ceux qui ont fait le sacrifice pour effectuer le déplacement du Gabon. Et moi, je voudrais personnellement leur dire merci pour le spectacle qu'ils nous ont offert ce soir. Ce vendredi, s'est ouvert dans la capitale gabonaise les rencontres de la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball. Les matchs se joueront dans les gymnases de Lumi et du Prytanée militaire dans le 5e arrondissement de Libreville. Une actualité que nous suivrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Restons en sport. Le Real de Madrid, tombé mercredi devant la Juventus de Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, a succombé à son tour à la malédiction du vainqueur sortant et va devoir se remobiliser pour la saison prochaine, a indiqué son président Florentino Pérez en conférence de presse. Mamadou Niang. Le Real Madrid va travailler plus dur et encore plus fort, a confié son président aux sorties de l'élimination face à la Juventus Turin. Ce n'est évidemment pas un jour de joie, parce que nous ne sommes pas parvenus à atteindre une nouvelle finale de la Ligue des Champions en quête de la 11e victoire. Je sais qu'aujourd'hui nos supporters sont tristes, mais je veux qu'ils sachent que nous allons travailler encore plus dur pour nous améliorer et être encore plus forts. Selon son président, l'élimination en demi-finale montre la voie à suivre pour un avenir meilleur. Rien n'est suffisant. C'est la loi qui marque l'histoire du Real de Madrid et qui nous montre le chemin à suivre à l'avenir. C'est l'héritage que nous avons reçu. Et pour cette raison, je peux vous dire que nous allons continuer à nous battre pour gagner la 11e Ligue des Champions. Corriger les erreurs ayant conduit à l'élimination en demi-finale et bâtir une équipe forte capable de remporter une 11e Ligue des Champions, c'est l'objectif à court terme de la Maison Blanche. Je vous l'annonçais au début de ce journal dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir. Abdelaziz Maïga nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de cette conférence des pays du Sahel qui ont décidé de se mobiliser contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Retrouvons-nous dans un court instant. Les pays du Sahel ont affirmé jeudi leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et aux trafiquants de migrants. Une conférence soutenue par la France, représentée par le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui les a appelés à une coopération renforcée. Les conclusions de ce colloque avec Abdelaziz Maïga. Face à la menace terroriste et au trafic de migrants, les pays du Sahel appellent à faire face contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Réunis ce jeudi à Niamey, la capitale du Niger, les 5 pays du G5 ont encore affiché leur détermination. Pour Nadim El Hadj Mohamed, le secrétaire permanent du G5 au Sahel, et Cheikhna Seyti Diawara, le ministre malien de l'aménagement du territoire, la mise en commun des efforts s'avère indispensable. Une affirmation soutenue par Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur. Sans cette coopération,
En dépit des efforts que nous faisons au sein de l'Union européenne, nous serons incapables, ensemble, de lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Il n'en demeure pas moins que le Sahel constitue l'une des principales routes migratoires pour les migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe, car Agadez, la capitale du nord du Niger, est le dernier lieu de regroupement massif de clandestins avant la Libye. En effet, le ministre français a réitéré le soutien des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. Un soutien accru sera apporté notamment à la Tunisie, à l'Égypte, au Soudan, au Mali et au Niger, afin de garantir le contrôle des frontières et des voies terrestres, en renforçant les missions PSDC dans la région et en s'appuyant sur les processus de Rabat et de Khartoum. Créé l'an dernier, le G5 du Sahel est une instance comptant en son sein 5 pays, entre autres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le groupe a pour objectif de lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région où les groupes djihadistes AQMI et Boko Haram sont notamment actifs et où le niveau de développement est parmi les plus bas au monde. Abdulaziz Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau du journal de 20h. Alors pourquoi avoir choisi de faire cette réunion à Niamey au Niger ? Alors tout d'abord, il faut dire que Niamey fait partie des 5 pays qui font partie de cette corporation, le G5, qui est composé de 5 pays, à savoir le Niger bien sûr, le Tchad, la Mauritanie, le Mali, mais aussi le Burkina Faso. La deuxième raison réfutable est que le Niger constitue aujourd'hui une zone de repère pour tous les migrants qui partent vers l'Europe. Et la troisième raison irréfutable est que c'est par le Niger que ces pays passent, ces migrants passent effectivement, et qu'Agadez constitue la capitale du nord du Niger par où ces migrants traversent pour aller effectivement vers l'Europe. Abdulaziz Maïga, les pays du Sahel ont affirmé leur volonté de vouloir faire un bloc à la menace terroriste et au trafic des migrants. Que peut véritablement le G5 du Sahel contre le terrorisme et ce trafic de migrants? Écoutez, il est bien vrai qu'aujourd'hui la problématique de l'immigration, mais aussi la problématique de l'immigration, sans oublier il y a deux problématiques. L'immigration clandestine et le terrorisme sont très importants pour cette zone. Tout d'abord parce que cette zone est menacée par les djihadistes. Alors que peut le G5 face à l'immigration clandestine, mais aussi contre le terrorisme? Moi, je pourrais dire que le G5 ne pourrait pas grand-chose. Pourquoi? La première raison est que le G5 est constitué de 5 pays qui sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Et pour pouvoir lutter contre le terrorisme, il faut être armé, il faut avoir des armements solides, il faut avoir des arguments solides pour pouvoir lutter. Et aujourd'hui, on voit même qu'il y a des pays qui ne font pas partie de cette coalition de 5 pays, et comme des pays comme le Niger, comme le Sénégal, par où plus de 50% de migrants partent, sans oublier la Libye. La Libye aujourd'hui n'est pas parmi ces pays du G5. Vous savez que le chaos qui règne aujourd'hui en Libye ne peut permettre à cette corporation des 5 pays de trouver une solution adéquate face à l'immigration. Et aussi, il faut citer un autre pays un autre pays qui n'arrive pas, un autre pays, je vais me retrouver certainement dans vos notes, dans mes notes, un autre pays qui n'arrive pas à s'appliquer vraiment dans cette coalition. Et pour terminer, on va dire que ensuite la résolution de ces problématiques ne peut être trouvée dans ce G5, et toutes ces raisons portent à croire que le G5 est une corporation qui n'a pas d'arguments solides pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Abdulaziz Maïga, nous comprenons très bien que le sujet étant très important, vous pourriez vous perdre dans vos notes, mais justement, nous allons quand même aborder cette dernière question, Aziz, pour dire en quoi justement l'immigration clandestine peut-elle être une plateforme pour le terrorisme? Alors tout d'abord parce que le Niger on sait que le Niger est membre de cette corporation, mais l'immigration clandestine est une plateforme pour le terrorisme aujourd'hui parce que la majorité de ces clandestins qui partent essaient de rallier les djihadistes ou encore la bande des djihadistes qui se trouvent en Occident. Là, quand ils arrivent en Europe, quand ils n'arrivent pas à trouver de travail, c'est la majorité, puisque c'est le Sahel, la majorité de ces migrants sont des musulmans, et quand ils ne trouvent pas une condition de vie adéquate, ils remplissent les conditions, au moins
de l'islam et ils rentrent dans cet islam survolté et tout de suite ils sont favorables au djihadisme. Et aujourd'hui, l'immigration clandestine constitue véritablement une plateforme pour l'immigration, pour le terrorisme justement, exactement, voilà, qui prend de l'ampleur. Abdelaziz Maïga, merci d'être passé sur le plateau du journal de 20h. Nous espérons que les pays du Sahel qui se réunissent afin de lutter contre l'immigration clandestine trouveront une solution adéquate, une solution pouvant permettre de lutter contre ce fléau qui est grandissant. Je rappelle que ce journal est donc à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Burundi politique, Pierre Nkurunziza a regagné son palais 2 jours après une tentative de coup d'État fortement condamnée par la communauté internationale, en tête de laquelle l'Union africaine. République démocratique du Congo, économie, la Banque mondiale encourage ce pays face à la stabilité macroéconomique qui prévaut en République démocratique du Congo. L'instance bancaire mondiale s'est réjouie de cette stabilité. USA nécrologie, la légende B.B. King meurt à 89 ans. Le monde musical vient de perdre ce grand guitariste américain, une des figures emblématiques du blues qui a inspiré de nombreux musiciens à travers le monde. Et dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Abdelaziz Maïga était avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette conférence des pays du Sahel qui ont décidé de se mobiliser contre l'immigration clandestine et le terrorisme. La méditation de ce soir, sinon de ce week-end, l'homme le plus riche n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais plutôt celui qui a les amis les plus influents. Bon week-end, bonsoir.